Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Planétaire, l'émission qui traite des questions environnementales en Afrique de l'Ouest et au-delà. Cette semaine, nous parlons de ce rapport de l'Organisation météorologique mondiale sur le changement climatique qui affecte le continent africain. L'Afrique subit de plein fouet les effets du changement climatique, indique le document publié lundi dernier. L'Afrique du Nord est plus touchée, mais l'Afrique de l'Ouest n'est pas en reste. Plusieurs pays ouest-africains font face à de fortes pluies avec comme conséquence des inondations dévastatrices. C'est l'Afrique qui va en pâtir, c'est l'Afrique qui va en souffrir. Donc vraiment, le rapport qu'on a lu, c'était un peu ahurissant parce qu'on a encore peur, ça va encore augmenter notre vulnérabilité et les solutions, ce n'est pas pour demain. On va en parler avec Cheikh Fadel Ouad, coordonnateur de la plateforme nationale pour la justice climatique, un mouvement basé au Sénégal. Dans ce magazine, nous allons aussi parler des préparatifs de la COP16 sur la désertification, conférence qui se tiendra du 2 au 13 décembre prochain à Riyad, en Arabie Saoudite. En prélude de cette rencontre, une réunion s'est achevée lundi dernier en Côte d'Ivoire. Plusieurs acteurs engagés dans la lutte contre le changement climatique étaient présents à ce rendez-vous de Riyad. L'Afrique espère parler d'une même voix afin de s'assurer que les préoccupations du continent seront prises en compte dans les décisions internationales. Planétaire, le futur de l'environnement commence ici et maintenant. Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus. L'Afrique souffre de manière disproportionnée du changement climatique. C'est le cri d'alarme de l'Organisation météorologique mondiale dans son rapport paru lundi dernier. Le document indique que le continent africain se réchauffe à un rythme légèrement rapide, mais plus que la moyenne mondiale. Les conséquences sont nombreuses. Document parcouru par Christian Moukidi. Selon l'Organisation météorologique mondiale, l'Afrique est particulièrement touchée par le réchauffement climatique, un réchauffement qui atteint un rythme particulièrement rapide, plus que la moyenne mondiale, indique le document. L'Afrique du Nord est affectée par ce phénomène avec des températures pouvant atteindre 49 degrés à Tunis et plus de 50 degrés Celsius à Agadir au Maroc. En Afrique de l'Ouest, les conséquences du changement climatique sont dramatiques. Entre septembre et octobre 2023, environ 300 000 personnes ont été victimes d'inondations dans 10 pays ouest-africains. Parmi ces pays, le Niger, le Bénin, le Ghana ou encore le Nigeria. La Zambie, elle a connu la pire sécheresse ces 40 dernières années. Près de 6 millions de personnes ont été affectées. Le rapport onusien indique par ailleurs que l'Afrique perd beaucoup dans la lutte contre les changements climatiques. En moyenne, les pays perdent 2 à 5% de leur PIB sans pour autant atteindre de bons résultats. L'OMM recommande ainsi d'investir davantage dans les services météorologiques, mais aussi de renforcer les systèmes d'alerte précoce afin d'améliorer la préparation et la réponse face aux catastrophes climatiques. Cheikh Fadel Ouad, bonjour. Bonjour. Vous êtes le coordonnateur de la plateforme nationale des acteurs pour la justice climatique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est moi qui vous remercie. D'abord, comment réagissez-vous à ce rapport de l'Organisation météorologique mondiale, l'Afrique qui souffre de manière disproportionnée du réchauffement climatique? Oui, la réaction est catastrophique parce que en Afrique, comme on a dit, nous qui ne sommes pas responsables ou bien qui sommes responsables d'une infime partie, mais c'est nous qui subissons les affres du changement climatique, c'est les dégâts. Donc le constat que la météorologie a fait, c'est un constat amer parce que nous savons que effectivement nous aurons des lendemains incertains. Parce que quand ils disent qu'effectivement, avec ce réchauffement climatique qui ne va pas reculer, mais nous savons que quand on nous dit que le réchauffement climatique ne va pas, ça ira de mal en pis, c'est l'Afrique qui va en pâtir, c'est l'Afrique qui va en souffrir. Donc vraiment, le rapport qu'on a lu, c'était un peu ahurissant parce qu'on a encore peur,
ça va encore augmenter notre vulnérabilité et les solutions, ce n'est pas pour demain. Et selon le document, le continent africain s'est réchauffé à un rythme légèrement plus rapide et plus que la moyenne mondiale, et ce depuis 3 décennies, un phénomène particulièrement marqué en Afrique du Nord, mais aussi en Afrique de l'Ouest. Des pays comme le Mali, le Niger ou encore le Sénégal qui font souvent face à des hausses de records de température. Qu'en dites-vous? Ah oui, mais parce que effectivement, quand il y a hausse de température, nous savons que c'est les pays développés. Eux, ils peuvent s'adapter, ils sont un peu résilients, mais nous, quand il y a effectivement hausse de température, mais c'est vraiment la catastrophe. Par exemple, quand je prends au niveau de la mer, nous qui sommes les pays côtiers, des pêcheurs, mais quand il y a hausse de température, nous savons que la mer devient de plus en plus chaude. C'est ce qui augmente aussi la température marine. Et malheureusement, pour nous savons tous que ça va engendrer de l'asphyxie pour les poissons qui ne pourront plus respirer normalement et ils vont migrer. Donc, vous allez aussi vers l'agriculture avec cette forte chaleur qui va tuer les plantes, qui va le sol aussi. Donc, c'est pourquoi ce qu'ils ont dit que l'Afrique est plus impactée que les autres, surtout l'Afrique du Nord, effectivement, parce que l'Afrique du Nord, avec la désertification, le désert. Donc, effectivement, eux, ils ont beaucoup de problèmes. Mais nous aussi, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, nous constatons que cette hausse de température, effectivement, nous cause des problèmes énormes. Donc, effectivement, malheureusement, on ne peut que constater. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Nous ne pouvons que constater. Parce que nous n'avons pas les moyens de nous adapter. On n'est pas assez résilient parce qu'effectivement, faute de moyens. Donc, on est là, ça va s'abattre sur nous, on vit avec, mais on n'a pas de solution. Et les conséquences sont dramatiques selon le rapport de l'OMM qui indique qu'entre septembre et octobre 2023, environ 300 000 personnes ont été victimes d'inondations dans 10 pays d'Afrique de l'Ouest, notamment au Niger, au Mali ou bien en Guinée. Ces pays sont-ils vraiment prêts à faire face à ce phénomène climatique selon vous? Non, ils ne peuvent pas. Ils n'ont pas les moyens de le faire. Je le dis souvent. Par exemple, quand je prends l'exemple du Sénégal, une digue de protection qu'on a fait à Tchaoulin dans le département de Rufisque, sur 700 mètres, il nous a coûté plus de 4 milliards. Mais là, les communautés ne peuvent pas, même nos États, ne peuvent pas faire face. Donc, c'est ça le drame. Et c'est juste une partie quand il nous parle d'inondation. Mais il y a les autres parties, la sécheresse, les gens qui ne peuvent pas cultiver pour vivre. Parce qu'en Afrique, nous n'avons pas de surplus. Ce qu'on cultive, c'est pour notre survie. Donc, le problème qui se pose, effectivement, il faut qu'on soit conséquent, qu'on mette sur la table des solutions. Et les solutions, ça ne peut pas venir de nos autorités. Peut-être ils peuvent faire des stratégies, expliquer le problème pour que les bailleurs, pour que les pays du Nord, ceux qui ont, ceux qui ont favorisé ou ceux qui ont occasionné ce changement climatique puissent aider, puissent accompagner. Mais si c'est juste les pays d'Afrique, nous ne pouvons pas nous en sortir. Effectivement, ça, c'est la réalité. Personne, aucun pays d'Afrique ne peut sortir parce que c'est un phénomène mondial, quelque chose qui ne va pas s'arrêter, qui va continuer. Les gens ne peuvent pas s'adapter. D'ailleurs, le rapport de l'année dernière, le GIEC avait dit qu'il y a des communautés ou des personnes qui ne peuvent plus s'adapter, qu'on doit déplacer. Et jusqu'à présent, ces communautés ne sont pas déplacées. Donc, effectivement, nos pays sont très limités. Ils ne peuvent pas faire face à cette situation, à cette catastrophe. Toutefois, l'Organisation météorologique mondiale recommande d'investir davantage dans les services météorologiques et de renforcer les systèmes d'alerte précoce afin d'améliorer la préparation et la réponse face aux catastrophes climatiques. Est-ce qu'on peut réellement parvenir à cela, selon vous? Oui, parce qu'ils le font et c'est bien. Par exemple, au Sénégal, vraiment, nous leur félicitons parce qu'avec l'ANACIM, ils font de très bonnes choses.
Au début, il y avait beaucoup d'accidents, par exemple, les pêcheurs qui allaient en mer à une période où il ne fallait pas y aller. Mais maintenant, ils ont mis des systèmes, des groupes WhatsApp, des informations qui font que maintenant, effectivement, tous les pêcheurs, s'il y a danger, ils commencent à écouter la météo, quoi, je veux dire. Parce qu'au début, c'était un peu ça. Les gens ne donnaient pas le crédit à la météo. Ils disaient que bon, c'est des affaires de tubaab. Mais maintenant, vraiment, avec la sensibilisation qu'ils ont fait, effectivement, les gens commencent à s'éveiller, mais ça ne suffit pas. Parce que, effectivement, même si la météo alerte, mais les alertes, c'est juste mais parfois la météo peut alerter, mais les dégâts vont venir. À Bargny, il y a de cela une semaine, mais il y avait de très grandes houles, la météo avait alerté. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La houle s'est déversée sur les communautés, ils ont perdu leurs biens, il y en a des maisons qui sont tombées, donc l'alerte de la météo, voilà, ils ont alerté. Mais tu alertes sur quelque chose que tu ne peux pas arrêter. Attention, demain, après-demain, il y aura de grosses houles. OK, il y aura de grosses houles. Les houles vont venir. Mais maintenant, quelle est la solution? Qui va les atténuer? Et les gens ne peuvent pas arrêter la mer avec leurs bras, comme on dit. Donc, on est là. Effectivement, la météo alerte. On se prépare. On va amener les bagages ou les trucs qu'on peut déplacer pour attendre la catastrophe. Mais on ne peut pas, on ne peut pas arrêter. On ne peut pas l'arrêter. La catastrophe est là. La météo a alerté, mais la catastrophe va venir. Mais est-ce que sur les communautés, malheureusement. Mais faut-il réellement se limiter à alerter? Est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être descendre sur le terrain et là aller parler directement aux populations afin de les dissuader un peu des impacts des phénomènes climatiques, comme par exemple la houle qui s'est déroulée à Bargny il y a quelques jours? Oui, parce qu'effectivement, c'est ce qu'ils peuvent faire. Je t'ai dit tout à l'heure, ils font des sensibilisations avec les pêcheurs, ils ont des groupes WhatsApp, même s'ils ne viennent pas. Tout ce qu'ils ont comme information, ils peuvent le partager avec les communautés. Mais le problème, c'est que le danger que tu vois venir, et tu ne peux rien. Tu dis aux gens, attention, dans 2 jours, il y a un danger. Il y a de grandes houles qui vont venir. OK? Les populations attendent 2 jours, mais 2 jours, ça va sur eux. Et effectivement, même s'ils venaient à Bargny ou dans les communautés parler avec les gens, c'est pas la solution. La solution est que comment faire pour faire des brise-lames, pour faire des digues de protection, pour reloger ceux qui ne peuvent plus s'adapter. C'est ça les solutions. Mais on nous dit que ces solutions sont trop chères. L'État est en train de voir, mais jusqu'à quand? Quand je prends l'exemple de Maman Ndeye Yacine, qui est allée à la, je crois, COP 16 en Allemagne. Mais quand on l'a invitée, elle est allée à la COP. Quand elle est revenue, elle était soulagée. Elle le dit tout souvent. J'étais soulagée parce que je me suis dit que voilà, maintenant, il y aura des solutions. Mais depuis la COP de Paris, Ndeye Yacine n'a vu que du feu. Elle n'a rien vu, donc c'est ça. Nous saluons maintenant effectivement le travail de l'ANACIM, de la météo, que ce soit national ou international. Mais ça ne suffit pas d'alerter. Parce qu'alerter et ne pas prévenir le danger pour que les gens puissent vraiment être à l'abri, est-ce que ça va servir à grand chose? Bon, je ne dirais pas non, parce que la sensibilisation, c'est bon. Mais quand même, sensibiliser les gens, leur dire que dans 2 jours, la houle va venir et que tu ne peux pas le freiner, là aussi, c'est un véritable problème. Cher Fadel Ouad, je rappelle que vous êtes le coordonnateur de la plateforme nationale des acteurs pour la justice climatique. Je vous retrouve dans quelques instants. En Côte d'Ivoire s'est achevée lundi la réunion préparatoire en vue de la 16e conférence des parties de la Convention des Nations Unies sur la désertification. La COP16 prévue cette année à Riyad, en Arabie Saoudite, du 2 au 13 décembre prochain. À ce rendez-vous, l'Afrique espère parler d'une même voix afin de s'assurer que les préoccupations du continent seront prises en compte dans les décisions internationales. La rencontre d'Abidjan veut donc consolider
consolider une position commune face aux défis environnementaux croissants qui menacent de plus en plus les populations. Compte rendu à Abidjan de notre correspondant Albin Adé. La rencontre a permis aux délégués de discuter de 3 priorités majeures que sont l'identification des principales préoccupations du continent, la formulation d'une position commune et la détermination des stratégies de négociation pour la COP16. Birigui Lamizana Diallo, chef de plaidoyer politique mondial et de coopération régionale Nations Unies. Cette rencontre aujourd'hui sera le moment où nous allons présenter ces rapports, ce qui a été fait, et entendre encore des États pour dire qu'est-ce que vous voulez, quelle est l'étape et à quel niveau vous voulez porter la convention pour la COP qui va se passer en Arabie Saoudite en début décembre. M. Parfait Kouadio, le directeur de cabinet du ministère ivoirien de l'Environnement, a souligné l'importance de l'unité africaine dans la lutte contre la désertification. C'est une occasion importante pour tous les pays partis à la Convention de se retrouver, faire le bilan de la mise en œuvre des engagements pris lors des COP précédentes, partager les expériences. Quels sont les projets qui peuvent être développés pour que les questions de sécheresse, les questions de lutte contre la désertification soient des questions qui soient traitées de façon durable. À noter que chaque année, l'Afrique perd environ 4,4 millions d'hectares de terres productives, ce qui pose des défis majeurs au développement durable. D'où la nécessité pour le continent de parler d'une même voix afin de consolider une position commune face aux défis environnementaux croissants qui menacent les populations. Albin Adé, Abidjan, pour la West Africa, Démocratie Radio. Cher Fadel Ouad, nous vous retrouvons encore. Lors de ces rencontres, les débats ont d'abord été axés sur les préoccupations des pays africains en ce qui concerne la lutte contre la désertification, la sécheresse et la dégradation des sols. Quel est, d'après vous, l'état du continent par rapport à ces défis? Merci beaucoup. L'état du continent par rapport à ces défis, c'est un constat amer. Parce que quand on parle effectivement de la désertification en Afrique, nous savons les problèmes que ça engendre. Déjà, l'Afrique qui est vulnérable face au changement climatique, l'Afrique qui est super endettée. Mais quand effectivement il y a aussi cette désertification qui pousse, qui vient à grande échelle. Donc c'est une peur bleue que nous avons encore. Parce que nous savons que si des solutions ne se trouvent pas, si on n'a pas les mêmes objectifs, nous tous, Africains, parce que personne ne peut, dans ton coin, régler ton problème. Il faut qu'on soit ensemble, c'est pourquoi nous saluons la rencontre à Abidjan, mais effectivement, le constat est là, le constat est amer. C'est l'Afrique encore qui est avec la pauvreté, la famine et tous les problèmes. Donc, s'il s'y ajoute encore cette désertification qui continue à gagner du terrain, là, c'est un constat très, très, très amer. L'Afrique entend parler d'une seule voix lors de la COP16 sur la désertification, une position commune sur les grandes questions environnementales qui préoccupent le continent africain, notamment sur la question de la désertification. Quelle doit justement être la position de l'Afrique face aux pays du Nord? C'est ça, c'est effectivement, que ce soit sur la désertification, les changements climatiques, la politique et tout, effectivement, l'Afrique doit avoir une position commune, parce que nous avons les mêmes problèmes. Mais malheureusement, toujours les intérêts de chacun, essayer de voir ses propres intérêts, c'est ce qui plombe toujours cette cohésion. On doit s'unir pour survivre, pour sortir effectivement de ce problème. Donc, quand on a vu que pour préparer la COP à Riyad, les pays africains se sont retrouvés pour parler d'une seule voix, on a salué, parce que nous savons que c'est ce qui manque aux pays africains. Nous, on part souvent au COP, mais au COP, quand on voit que ce soit les pays européens, que ce soit les pays d'Amérique, les pays du Nord, tous, mais ils défendent leurs intérêts ensemble. Mais nous, malheureusement, en Afrique, c'est ça notre véritable problème. Donc, c'est une très, 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 très bonne chose. C'est une bonne opportunité, tout en espérant qu'ils vont s'entendre. Parce que parfois, comme j'ai dit, les intérêts divers, chacun essaie parfois de préserver ses propres intérêts. Et l'intérêt qui vaille, c'est l'intérêt africain.
Notre problème, c'est pas un problème du Sénégal, du Mali, de l'Afrique du Nord, de l'Afrique centrale ou australe, mais c'est un problème d'Africains. Donc, quand les Africains se mettent sur la table pour essayer de parler d'une seule voix, ça, on applaudit et on pense que voilà, ça va donner des résultats, quoi. L'Afrique, qui était représentée lors de la COP28 à Dubaï, aux Émirats arabes unis, n'était pas satisfaite des conclusions de cette conférence mondiale sur le climat. Est-ce qu'on peut espérer pour cette COP16 être satisfaite cette fois-ci, cher Fadel Ouad? Non, parce que c'est toujours ça. Ils mettent leur veto, ils mettent un peu le suprématie. Donc les pays africains ne font que suivre. Parce que malheureusement, on est vulnérable parce qu'on n'est pas unis. Mais si on était unis, on pourrait taper sur la table. Mais c'est ça notre véritable problème. Nous ne sommes pas du tout unis. Et puis l'autre problème aussi, il faut que les Africains, surtout nos dirigeants, prennent leurs responsabilités. Parce que quand on nous dit que les domaines prioritaires de la COP, c'est de la COP16, ça inclut la restauration des terres. Mais quand je prends la restauration des terres, mais vous regardez ce qui se passe en Afrique, de très grands industriels ou des bailleurs qui viennent, nos autorités leur octroient, mais des centaines ou bien des milliers d'hectares. Et c'était des hectares arabes, là où les gens cultivaient. Je prends toujours l'exemple du Sénégal, l'exemple de ma communauté à Bargny, mais il y a une cimenterie qui est là. Pour l'extension de ses carrières, on lui a octroyé 461 hectares. Et les 461 hectares, c'était des terres arabes où les paysans, les cultivateurs de Bargny cultivaient leurs milles pour survivre. Allez dans les autres domaines, le pôle urbain de Diamniadio, c'est 1644 hectares, dont tout le monde savait que, effectivement, c'était des zones agricoles, de Sébikotane à Den, en passant par Diamniadio. Mais on a pris tous ces hectares pour en faire une urbanisation, mettre du béton et du qui. Donc parfois, les autorités aussi, qu'ils se regardent, qu'ils regardent dans le miroir. Il ne faut pas dire que ce sont les autres, mais parfois aussi nos autorités au niveau africain sont trop faibles. Parce que le problème qui se pose aujourd'hui, quand on parle de désertification, le désert avance au niveau de Matam, au niveau de Saint-Louis, mais aujourd'hui, les gens qui cultivent, mais on leur prend leurs terres. C'est de l'accaparement pur et simple. Et parfois, c'est des lois, ils se mettent derrière les lois, parce qu'au Sénégal, par exemple, il y a une loi qui dit que les terres du domaine national appartiennent au peuple. Donc, avec nos autorités, ils mettent toujours ce fameux décret d'utilité publique pour prendre les terres des cultivateurs. Donc, effectivement, on nous parle de la désertification, on nous parle du changement climatique, mais aussi, il faut que nos autorités soient plus responsables. Mais néanmoins, ce qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire, nous le saluons et nous pensons que ça va avoir des réponses escomptées, quoi. Cher Fadel Ouad, je rappelle encore que vous êtes le coordonnateur de la plateforme nationale des acteurs pour la justice climatique. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, mon cher. Juste pour dire que, effectivement, c'est pourquoi on a mis en place cette plateforme. Actuellement, la plateforme nationale des acteurs pour une justice climatique est dans les 14 régions, dans les 46 départements du Sénégal. Pour essayer de voir, c'est pourquoi, effectivement, à Matam, à Saint-Louis, nous voyons la désertification, l'avancée du désert. Voilà. Donc, tous ces problèmes environnementaux, on est en train de les diagnostiquer pour en parler avec les autorités et la société civile nationale et internationale. Mais je vous remercie. Franchement, merci. Merci encore une fois, cher Fadel Ouad, et portez-vous bien. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci. Au Mali, de nouveaux chiffres publiés mardi sur les inondations qui frappent durement le pays depuis le début de l'hivernage. Le bilan est passé à 54 morts, 111 blessés et plus de 70 000 personnes sinistrées selon la protection civile.
Un bilan dressé alors que les autorités maliennes ont annoncé il y a quelques semaines l'état de catastrophe nationale sur l'ensemble du pays. Correspondance à Bamako de Aliou Thiam. Selon les derniers rapports publiés par les services de la protection civile, depuis le début de l'hivernage, 146 cas d'inondation ont été recensés à travers le pays. Ces inondations ont causé la mort de 54 personnes, plus de 111 blessés et 71 800 sinistrés. Toujours selon la protection civile, 6 cas de foudre, 4 cas de vent violent et de tempêtes de sable, ainsi que 78 maisons effondrées ont été enregistrées à la période du 1er août. Ségou reste la région la plus touchée. Dans cette région, le cercle de Bla a enregistré 4 séries d'inondations successives, occasionnant des dégâts et 1387 ménages sinistrés, dont un cas de décès par foudre, souligne la même source. Le district de Bamako est le deuxième le plus impacté, avec plus de 560 ménages affectés pour un total de 4639 personnes sinistrées. Par ailleurs, Kita est la moins touchée selon la cartographie des dégâts causés par les inondations. Ces personnes ont besoin d'une aide humanitaire urgente, indique la protection civile. Suite à ces inondations meurtrières, les autorités maliennes ont déclaré le 24 août dernier l'état de catastrophe nationale sur l'ensemble du pays. Elles ont également mobilisé 4 milliards de francs CFA pour soutenir les sinistrés et minimiser les risques d'inondation. Des mesures prises alors que des fortes pluies sont annoncées par les services météorologiques durant toute la semaine, les risques d'inondation restent encore élevés. De Bamako, Aliou Thiam pour la West Africa Democracy Radio.